On va passer donc à Emmanuel Di Mauro qui va nous parler justement de relations entre gamme, accord, avec une proposition de formalisation avec un langage DBL. Donc, Manuel, je te laisse arrêter de partager ton Oui, très écran. bien. Oui. Oui, en fait, Emmanuel, tout à tu peux y l'heure, aller. j'ai Voilà. eu du mal à entendre effectivement le son. Je ne sais pas si c'est moi. Est-ce que vous entendez bien? Vous m'entendez bien? Je ne sais pas. Alors, je vais partager l'audio. Donc, est-ce que mon son est bon? Vous m'entendez? Très bien. OK, ça marche. Alors, donc, en fait, déjà, je voudrais vraiment remercier toute l'organisation de Jim de me donner cette possibilité de présenter ce langage que j'ai conçu il y a quelques temps, il y a peut-être 2 ans, en réfléchissant sur l'idée qu'on pouvait avoir un langage musical qui ne se base pas sur les notes, mais qui se base sur la notion de degré. Et donc, il ne s'agit pas d'un langage informatique. En fait, ça, il faut le préciser, ce n'est pas un langage de programmation, ce n'est pas un langage balisé, c'est un langage musical, mais il a besoin par la suite, disons, d'un outil informatique pour qu'on puisse l'interpréter. Donc, voyons un peu déjà de quoi on parle. Donc, on a par exemple une ligne mélodique qu'on peut associer à une gamme sous-jacente et à un accord sous-jacent, c'est ce que je peux appeler effectivement une structure harmonique. Eh bien, le degré, c'est le degré à partir de la tonique de l'accord. Donc, on parle bien d'un degré dans le sens modal. Donc, c'est ce degré-là dont on parle, où on a une note, une structure harmonique quelconque, et puis normalement, c'est effectivement une notion qu'on obtient en considérant la note dans la structure harmonique. Bon, l'idée de ce langage, c'est un peu d'inverser les choses, et donc d'obtenir la note à partir du degré. Donc, en fait, on imagine un langage qui se baserait sur les degrés, et qui est indépendant d'une structure harmonique qu'on pourra définir par la suite. Et puis, effectivement, la note, c'est un peu le résultat de cette interprétation du degré dans la structure harmonique. Voilà, par exemple, ici, je change l'accord, la note va changer. Je change l'accord, je change la gamme, la note va changer. Ce degré se met au centre. En fait, il n'est pas lié à la structure harmonique et la mélodie est effectivement le résultat de l'interprétation de ces degrés. Bon, ça, c'est un peu le principe. Donc, un processus de composition qui se base alors sur l'idée d'avoir un modèle mélodique qui se baserait sur des degrés, associer une structure harmonique à ce modèle mélodique nous permet d'utiliser finalement un outil informatique qui est en fait un interpréteur de BL. Donc, son rôle, c'est de nous donner finalement la ligne mélodique en interprétant ce modèle de degrés au niveau de la structure harmonique. Voilà, ça, c'est un peu, disons, le principe de base. Alors, disons que sur cet exemple ici, on a du DBL, c'est un langage symbolique avec, par exemple, ici 2 lignes textuelles. Chaque ligne représente une mesure. Ici, dans cet exemple, on a des degrés et le petit tiret qui représente le prolongement d'une note. Donc, un langage symbolique auquel on peut associer une structure harmonique, et voilà donc le rôle de l'interpréteur informatique qui va produire la mélodie. Évidemment que si on modifie la structure harmonique, on aura une mélodie différente, et pourtant ce langage se met au centre, il ne bouge pas. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on développe un langage indépendant de l'harmonie. Alors, il y a des problématiques associées qui ne sont pas triviales. En fait, déjà, on parle de degré qui peut produire une note à partir, disons, d'une harmonie, mais la note qui est produite, on peut la considérer comme une classe de hauteur, tout à fait en ligne avec la présentation précédente. Une classe de hauteur, c'est une note Do, mais par exemple, on ne sait pas du tout quelle est l'octave. Donc là, c'est un problème qu'on va aborder tout à l'heure. Et puis l'autre question, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire une structure harmonique. Donc on a potentiellement des accords et des gammes. Il va falloir comprendre quel est le lien entre les accords et les gammes et quelles sont les gammes qu'on va choisir. Voilà, ça, c'est un peu un premier aspect que je vais traiter tout de suite. Donc, quand on parle de structure harmonique, on peut imaginer effectivement une séquence d'accords et des gammes reliées. Donc, les gammes peuvent changer, il peut y avoir des modulations, ça peut être une structure complètement atonale, peu importe. Mais la question que l'on se pose, c'est effectivement entre l'accord et la gamme, eh bien, quel est le lien? Donc,
de quoi on parle. Donc, si on prend un accord et une gamme, la première chose qu'on, évidemment, doit être vérifiée, et ça c'est plutôt trivial, c'est la gamme doit contenir l'accord. Mais en réfléchissant sur cette histoire, donc d'un langage qui serait basé sur les degrés, je suis arrivé à la conclusion qu'il va falloir respecter ces trois règles. Alors, la tonique, effectivement, doit se relier au premier degré, et ça, c'est effectivement quelque chose qui se vérifie toujours. Mais la tierce doit être liée au troisième degré de la gamme, et la quinte doit être liée au cinquième degré. Alors, pourquoi cette contrainte? L'idée, c'est qu'un langage qui se base sur les degrés doit me permettre d'écrire un degré et savoir si, par exemple, ce degré appartient ou pas à l'accord. Si j'écris un degré 3, je voudrais vraiment être dans l'accord, c'est une tierce. Quand j'écris un degré 2, je voudrais que ce soit une note de passage. Donc, si on ne respecte pas ce principe, que j'appelle une condition d'alternance, ça veut dire que l'accord est construit par note alternée de la gamme, j'ai risque de me retrouver avec des solutions de résultats complètement arbitraires. Donc, cette condition d'alternance nous pousse à imaginer, comprendre, est-ce qu'il y a vraiment des cas où cette condition n'est pas vérifiée? Alors, je vous montre un petit exemple ici. On a un accord de fa mineur, une gamme de la mineur harmonique. Eh bien, effectivement, la gamme contient les notes de l'accord. Et par contre, voilà, donc la tonique est liée au premier degré, mais la tierce, c'est le deuxième degré. Donc, c'est un exemple que je voulais vous montrer pour comprendre à quel point, parfois, effectivement, cette condition d'alternance n'est pas vérifiée. Il s'agit d'un accord qui peut être interprété comme en fait une superposition de tierces, mais ça ne respecte pas le principe d'alternance que je viens d'évoquer. Alors là, du coup, l'autre question, on a parlé de l'accord, comment on le construit. Eh bien, quelles sont les gammes qu'on va pouvoir utiliser? Ça, c'est une autre question. Alors déjà, on va exclure toutes les gammes qui contiennent des demi-tons successifs. Évidemment, parce que dans les demi-tons successifs, la condition d'alternance n'est sûrement pas vérifiée. On peut aller chercher des gammes symétriques, et c'est en fait typiquement les gammes partantes en demi-ton et demi-ton tierce mineure. Et ces gammes-là, on ne va pas pouvoir les utiliser non plus. Alors, une chose très étonnante dans mes recherches que j'ai trouvées, c'est qu'en fait, il est impossible de construire un accord majeur ou mineur par note alternée de ce genre de gamme. Et donc, si on continue avec l'idée de chercher les gammes qui vont bien pour cette interprétation du degré, je tombe sur les gammes diatoniques. Donc, diatoniques, mais aussi toutes les gammes diatoniques à une altération qui sont reconnues par la musique occidentale. Donc, la gamme mineure mélodique, mineure harmonique et majeure harmonique. On trouvera toujours au moins une gamme, et en général, on en trouve 9, qui vont pouvoir construire n'importe quel accord mineur ou majeur par note alternée. Et sur ce choix, qu'effectivement, je suis resté, j'ai pris la décision d'utiliser donc ce genre de gamme pour pouvoir interpréter les degrés. Donc, si on peut résumer, au niveau de la structure harmonique, on a des accords et on a des gammes liées. Et la condition pour qu'on puisse relier un accord à une gamme, en fait, c'est de respecter cette condition d'alternance. Voilà, donc c'était important de préciser ce que ça voulait dire, donc la structure harmonique. Et maintenant, on va se concentrer sur un aspect qui est probablement plus difficile à traiter. Quand on parle de degrés, donc effectivement, ça peut être ça, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7, 1. Donc, c'est des degrés. On peut associer, donc, du coup, une structure harmonique et trouver des notes. Et maintenant, le problème dans cette approche, c'est que, par exemple, ici, entre le premier Do et le dernier Do, eh bien, on ne sait pas quelle est l'octave, en fait. Et d'ailleurs, entre le Do et le Ré, on ne sait pas si le Ré il vient après le Do, s'il y a une hauteur supérieure ou inférieure. On est complètement indéterminé au niveau de l'octave. Et à moins de vouloir composer de la musique avec une seule octave, il fallait trouver une solution. Alors, la solution est venue avec l'idée d'avoir des symboles relatifs. C'est-à-dire, la plupart des symboles du langage, c'est des symboles relatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Un symbole relatif, c'est en fait une fonction qui va appliquer au degré précédent une augmentation ou une diminution du degré. Donc ça, c'est par exemple, on a un degré 1, on applique une fonction qui va rajouter 2 degrés et on tombe sur un degré 3, mais la même fonction va appliquer un mouvement. Donc, c'est un mouvement vers le haut ou vers le bas.
Notamment dans cet exemple, le plus indique un mouvement vers le haut. Et donc, on peut passer d'une note La qui correspond à un premier degré à une note Do qui correspond au troisième. Et par contre, ici, le fait de monter vers le haut nous détermine clairement, effectivement, l'augmentation de la hauteur. Et ça nous permet, effectivement, d'imaginer des évolutions dans plusieurs octaves. Donc, faisons un exemple tout de suite. Donc, après les autres, on va faire ça rapidement. Ça, c'est un symbole slash qui va augmenter effectivement le degré d'une unité et ça va appliquer un mouvement vers le haut. On peut le représenter par un +1. Donc, si on est dans une note là qui correspond à un degré 6, quand on applique ce degré, ce symbole, pardon, eh bien, on monte vers le haut. Le mouvement est vers le haut et on cherche le degré 7. Et puis, par la suite, le principe est le même. Ça, c'est un anti-slash, c'est un -1. On l'applique au même contexte, eh bien, on va chercher la note vers le bas. Et on trouve le degré 7. D'autres symboles, je ne vais pas trop m'attarder, font un peu les mêmes choses. Donc, ce symbole va augmenter de 2 degrés en montant vers le haut. Ce symbole va diminuer le degré de 2 unités et ça va descendre vers le bas. Et puis, vous avez tout un tas de symboles qui vont appliquer ce genre de fonction, qui augmente le degré et qui va appliquer un mouvement vers le haut ou vers le bas. Voilà, donc si on prend un exemple, ça c'est une mesure de Bell, on va partir d'un degré absolu, un tonique, et puis on va par exemple appliquer certains symboles, et c'est l'équivalent de cette écriture-là, c'est les symboles qu'on voit ici. On peut appliquer une structure harmonique, interpréter les notes qui en découlent, et bien par contre, quand on va regarder qu'est-ce que ça va sortir de l'interprétation de tout ça, on a des mouvements vers le haut et vers le bas qu'on a souhaité appliquer via les symboles relatifs. C'est ça, en fait, le principe. Et par la suite, on a des symboles qui vont accrocher à l'accord. Donc, ce que ça veut dire, j'ai un symbole M, par exemple, qui va appliquer un mouvement vers le haut, qui va chercher la note de l'accord qui va être présente en montant vers le haut. Donc, ici, par exemple, on est dans le cas précédent, le symbole avec un fond noir, c'est les notes de l'accord. Si j'applique N au symbole ici au degré 6, eh bien, on va chercher la première note de l'accord à partir de ce degré-là. Et on va monter vers le haut. On a des symboles qui font des choses similaires. Celle-là, par exemple, ce symbole-là va chercher la deuxième note de l'accord à partir du degré en montant vers le haut. Et ainsi de suite. P, qui veut dire précédent, ça va chercher la note de l'accord en descendant vers le bas. P majuscule, ça va chercher 2 notes plus loin de l'accord en descendant vers le bas. Un peu ce principe, on a des symboles N et P, on peut se demander pourquoi on a besoin de ça, parce qu'effectivement, quand on développe un modèle mélodique avec le DBL, parfois on a vraiment besoin d'accrocher à l'accord. On remarquera dans ce schéma que le symbole P majuscule et N majuscule conduisent au même degré, et pourtant l'octave n'est pas la même octave. C'est l'idée d'inventer effectivement des symboles relatifs qui permet au DBL d'exploiter toutes les octaves. Voilà. Après, on a d'autres symboles. Je ne vais pas trop m'attarder. Ça, c'est des symboles qui me permettent de rejoindre la tonique en montant vers le haut ou vers le bas. On peut rejoindre la tierce vers le haut ou vers le bas. On peut rejoindre la quinte vers le haut ou vers le bas. On a aussi un symbole égal qui est important pour répéter la même note. Et puis, le petit symbole, le tiré du 6 qui prolonge la note précédente. Et puis, l'undescore, en fait, c'est une pause. C'est-à-dire là, on n'a pas de note. L'idée d'avoir des symboles polyphoniques, pourquoi pas? Donc, il y a des symboles qui sont polyphoniques, ça construit des accords à partir des degrés. Étant donné que les accords sont construits par notes alternées, il n'y a pas de doute, ces symboles-là sont appliqués à un des degrés et, par exemple, vont constituer tous les accords, effectivement, par notes alternées. Alors, attention, C ne veut pas dire Do, ça veut dire l'accord construit sur le premier degré de la gamme à partir de la tonique en question. Donc, en fait, ces symboles polyphoniques ne sont pas trop importants, enfin, c'est pas non plus, mais c'est quand même assez pratique quand on imagine d'appliquer le langage DBL pour produire de la musique et avoir un peu une idée des accords, des enchaînements des accords. Alors, voilà, donc je voulais
peut-être vous montrer un exemple. Donc, j'ai développé un interpréteur de ce langage-là. Alors là, je vais peut-être retirer les deux mesures ici et on va se concentrer plutôt sur une seule mesure. Et voyons un peu comment il est fait ce langage. Donc, c'est une mesure DBL qui propose les symboles qu'on a vus. Ben, c'est le premier degré. On descend, on monte, on cherche l'accord, on descend, on monte. Ça, c'est effectivement la note de l'accord. Et ça, c'est on descend vers la tonique, on monte vers la quinte. Enfin, je ne vais pas trop m'attarder. L'idée, c'est qu'effectivement, on peut développer ce langage. Et d'ailleurs, ce langage, on peut le développer de façon assez simple ici. Quand on arrive à la fin de l'octave, à de la mesure, il me propose tout de suite une autre mesure. Et on peut éventuellement éditer le langage directement par un fichier texte. Alors, je voulais vous montrer tout de suite l'idée de ce langage, parce que pour l'instant, ça, c'est un modèle de degré qui n'est pas lié à une harmonie. Eh bien, c'est là qu'on définit l'harmonie. Alors, je peux modifier l'harmonie, je peux créer une autre harmonie, peu importe. Je ne considère pas vraiment l'harmonie quand je développe un DBL. Et puis, quand j'associe une harmonie, je peux écouter le résultat. Donc, ça va faire une petite ligne mélodique. Jusqu'au bout. Mais disons que voilà, ça interprète ces symboles. Alors, pour vous montrer un peu l'intérêt de ce langage, je vais faire une chose qui peut être intéressante. Par exemple, je vais copier cette piste. Là, je suis en train de copier des degrés et non pas des notes. Je vais la coller dans une autre piste, comme par exemple ici, et je vais décaler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mesures en bas, je vais les remonter à non. Donc, évidemment que ça, jamais je pourrais le faire avec des notes, parce que ça veut dire que je décale des notes dans des accords différents et éventuellement dans des gammes différentes. Donc, ça, ce ne serait pas possible. Avec les degrés, je peux travailler sans problème avec ce genre de choses. Donc, je décale les deux pistes et puis je vais écouter un peu qu'est-ce que ça va faire, deux pistes simultanées. Ce n'est pas la peine d'aller trop loin, mais par exemple, je peux faire des choses particulières. Par exemple, ici, je me dis, mais moi, je voudrais la moitié des notes. C'est vraiment du texte. Voilà. Je fais ça, je fais save, je réécoute, et encore une fois, c'est en fait des degrés. Donc, par exemple, ici, la première piste mélodique, je peux prendre des mesures. Et en fait, j'ai fait des choses un peu arbitraires quand même, mais c'est pour vous montrer à quel point cette conception est robuste au niveau de l'interprétation, dans l'harmonie. Donc, je vais faire ça, et je vais réécouter. Effectivement, pour l'instant, on se base sur une structure harmonique que je n'ai plus touchée. Là, je vais faire une chose, je vais changer l'harmonie. Je vais faire quelque chose de simple, un laminaire, par exemple, un Mi7. Allez, pourquoi pas, on va faire un La majeur. Donc, une petite modulation vers une tonalité majeure. Je reviens sur un Mi7 et j'ai choisi mes gammes. Par exemple, là, je vais mettre une gamme mineure harmonique. Et bien voilà, je suis prêt pour réinterpréter mon modèle mélodique qui n'a pas bougé avec cette nouvelle harmonie. L'idée, c'est qu'en fait, ça devrait marcher. Bon, je pense que j'ai donné quand même un peu le principe de cette approche, une approche par degrés où on compose au niveau des évolutions des degrés. On s'occupe de la structure harmonique par la suite. La structure harmonique ne dépend pas des degrés et les degrés ne dépendent pas de la structure harmonique. Voilà, je pense que j'ai un peu fini ma présentation. Maintenant, merci, si vous avez des questions, je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup.
Qui veut poser une première question? Je ne sais pas si j'ai arrêté réellement mon partage. Non, pas Alors là, encore. pas encore. Alors, mettre le partage en pause. Voilà. Par contre, je voudrais vraiment l'arrêter. Alors, je n'utilise jamais Zoom. Je vais peut-être OK. commencer alors, le temps que d'autres questions se préparent. OK. Avec ton langage, là, tu peux décrire en fait la même mélodie de plusieurs manières différentes, Oui. que cela soit quand tu mets des plus, des moins, la tierce suivante. Voilà. Est-ce qu'il y a certains encodages qui te paraissent plus adaptés que d'autres? Et derrière, est-ce qu'il y a des notions de compression de données, voilà, de choses comme ça que penses-tu de la redondance en fait de ta proposition? Alors, en fait, la chose qui me paraît intéressante, c'est que c'est en fait une sorte de vision d'une transformation en musique. C'est une façon de dire, j'ai une musique obtenue par des degrés, et puis finalement, j'ai une autre musique qui est obtenue par les mêmes degrés. Le degré se met au centre, et disons que c'est une sorte de conservation du degré dans cette histoire de transformer. On peut avoir donc effectivement des résultats plus ou moins intéressants. Il n'y a pas vraiment de compression, il y a plutôt une idée d'une séquence de degrés qui peuvent être plus ou moins intéressants. Mais la chose qui est assez intéressante, c'est que quand on applique des degrés à une structure mélodique et harmonique très simple, et on a un bon résultat, en général, on peut pousser vers des structures harmoniques vraiment très complexes et ça garde un sens. L'idée, c'est effectivement de retrouver cette cohérence lors de toutes ces transformations, en fait, se basant sur le degré. Il y a des principes que je n'ai pas évoqués parce que je n'avais pas trop le temps, mais par exemple, le passage d'une mesure à l'autre impose une réflexion. Ce développement n'est pas si simple que ça le fait apparaître, mais en réalité, il est par exemple intéressant d'imaginer un instrument de musique. Un instrument de musique qui aurait des touches qui ne seraient rien d'autre que des symboles DBL. Et ça, par contre, ça demanderait effectivement d'imaginer un réseau, une synchronisation, mais ça serait faisable. En fait, la structure harmonique est vraiment pas intéressante là-dedans. C'est plus le développement de ces degrés et ces évolutions de degrés qui sont quand même très résistants aux changements harmoniques. En fait. Louis, tu as une question? Ouais, peut-être une petite question. Merci pour la présentation, Emmanuel. Et je me demandais, en fait, tu as beaucoup présenté ton langage avec un intérêt d'outils de composition, j'ai l'impression. Et je me demandais si tu vois aussi potentiellement un outil pour l'analyse et l'analyse de pièces de musique, l'analyse de corpus, éventuellement pour mettre en évidence des stratégies de composition récurrentes chez des compositeurs ou dans des styles qui font intervenir des choses qui apparaissent via cette syntaxe et qui apparaissent beaucoup moins bien via les partitions traditionnelles. Alors, merci, c'est vraiment une question très intéressante qui a occupé un peu mes esprits pendant longtemps. Oui, donc la réponse est oui, absolument. Si on a une musique quelconque et on connaît la structure harmonique, et ça, en fait, j'ai aussi mis en place des algorithmes pour pouvoir les détecter automatiquement avec des résultats plus ou moins intéressants, eh bien, on peut analyser la musique comme, en fait, faite par des évolutions de degrés. Et à partir de là, l'analyse devient très puissante. Et cette analyse ne dépend plus de l'harmonie. Alors, la chose vraiment difficile dans l'analyse musicale, c'est de faire abstraction de l'harmonie. Et même si ça peut paraître étrange, parce que l'harmonie fait partie aussi d'un style de musique, mais quand on dégage un peu l'harmonie de l'analyse, on se retrouve à analyser des évolutions de degrés, en fait. Chose qui m'a permis d'ailleurs, par exemple, de prendre une musique de Beethoven et la transformer avec une structure jazz. Et en fait, c'est les degrés que j'ai utilisés avec une sorte de tranche de sensation où ces transformations nous conduisent quand même à un style qui paraît quand même un style de Beethoven, dans une structure harmonique qui ne lui appartient pas. Moi, je pense que Bach a beaucoup utilisé ce genre de principe dans le sens que le fait de décaler effectivement la structure mélodique et les degrés, comme on a vu tout à l'heure, ça doit être quand même quelque chose qui s'est fait dans le passé, évidemment manuellement, mais évidemment,
que quand on écoute ces répétitions de motifs dans des accords différents et des gammes différentes, ben, ça m'a fait penser carrément à ça. Donc, effectivement, j'ai fait de l'analyse et je suis capable, avec ça, de détecter absolument, par exemple, le style d'un auteur. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, j'ai travaillé avec des choses un peu élémentaires, des chaînes de Markov, de l'analyse un peu statistique. Ça serait très intéressant d'appliquer plutôt ce processus à de l'intelligence artificielle un peu plus poussée et d'avoir une base de données d'évolution de degrés complètement séparée de la partie harmonique, en fait. Parce qu'en travaillant avec une base de degrés et d'évolution des degrés, effectivement, on peut avoir des résultats très, très puissants. Je me permets d'intervenir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tes remarques, mais je t'encourage vraiment à regarder ce qui s'est fait déjà depuis une trentaine d'années, que ça soit. Alors, je pense que déjà Huron dans les années 80, avec autour de tout ce qui est sur Humdrum et Kern, il y avait déjà des encodages relatifs. Olivier Lartillot, dans les années 2000, il a eu plusieurs papiers où il a des encodages de pitch, certains qui au final reviennent aussi à des encodages de degrés. Je me demande si les travaux de Conklin aussi, alors c'est plus sur le contour, mais il y a aussi des manières de visualiser ces choses. Et plus récemment, tous les travaux d'Emilios Kambouropoulos en Grèce, qui a quelque chose qu'il appelle le GPIR, General Pitch Interval Representation, où en gros, c'est aussi des représentations harmoniques et tout ça. Donc, je pense que tu as vraiment des très bonnes intuitions, ce que tu racontes. Après, ça pourrait être intéressant pour toi que tu ancres plus ces travaux dans vraiment l'historique qui s'est fait pour que tu puisses justement encore plus un peu contribuer. Voilà. Oui, alors merci. Mathieu, j'ai quand même une petite question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a conçu un langage qui se base sur les évolutions des degrés? Parce que là, il s'agit d'un langage de composition. Évidemment, c'est le but principal. Je ne suis pas expert là-dedans, mais je pense que ce qu'a proposé Emilios Kambouropoulos, ça se rapproche, le GPIR, enfin, mais il y a plusieurs questions. C'est-à-dire qu'il y a la question du langage, qui est une représentation. Il y a la question, comme tu l'as dit, de la composition, comme a souligné Louis, de l'analyse. Et puis il y a la question de la syntaxe, c'est-à-dire que tu vois, quand tu dis j'utilise un plus ou un quoi, donc c'est très intéressant, mais on pourrait utiliser autre chose, c'est-à-dire que avant de parler de syntaxe, le plus intéressant c'est vraiment les modèles et de se dire que effectivement tu sépares en gros en deux dimensions tes pitchs, avec d'un côté l'harmonie et de l'autre les degrés ou des degrés relatifs. Donc, c'est très intéressant de voir effectivement que toi, tu fais la chaîne complète jusqu'à la visualisation. Mais je pense qu'en particulier pour viser pour soumettre des travaux aux conférences internationales, par exemple, il ne faut pas hésiter à se focaliser sur une partie et vraiment déjà sur le modèle, même s'il n'y a pas la visualisation, même s'il n'y a pas tout cela, de faire des études de corpus, de montrer en quoi telle représentation. Voilà. Alors, je précise, Mathieu, que tu le sais, je ne suis pas un chercheur de profession. Et donc, effectivement, je ne peux pas avoir effectivement la même vision d'études, le même formalisme et la même approche rigoureuse que. Pas de souci, c'est déjà très bien pour toi de soumettre, de venir à Sochim. Je vais laisser la parole à Yann qui a une question, puis ensuite on passera à l'exposé d'après. Vas-y, Yann. Non, c'était plus un commentaire. C'était très bien, Emmanuel. C'est que j'ai mis un lien sur une modélisation de Blue Rondo à la turque qu'avait faite Dominique Faubert il y a pas mal d'années avec Elodie, qui est un langage de composition assez expérimental qu'on avait développé il y a quelques années et qui justement se base sur une modélisation en degrés. Alors, c'est construit à partir du langage, c'est-à-dire c'est pas primitif dans le langage, mais on fait apparaître les degrés, et après, en changeant justement la gamme, on fait des tas de variations, plus ou moins intéressantes, mais ça montre la puissance de cette approche par degré pour ensuite faire des variations, comme tu l'as montré. Merci Donc ça, beaucoup. c'est une première remarque. Et la deuxième, c'était que ce serait intéressant de faire la connexion avec les exposés de ce matin sur le live coding, parce que ça pourrait être un moyen très intéressant de décrire de manière très rapide et très expressive des structures musicales. Voilà. Absolument. Et j'avais pensé au temps réel, évidemment. Ça me paraît très intéressant. Un système de synchronisation sous-jacent avec peut-être quelqu'un qui crée la structure harmonique temps réel et des musiciens qui puissent effectivement jouer avec des degrés, tout simplement, sur une structure sous-jacente.
Merci pour le lien. Je vais regarder évidemment ça avec grand intérêt. Voilà. Et puis Emmanuel, on essaiera de s'appeler un jour dans les prochains jours ensemble. Voilà. Mais Ok. merci beaucoup pour ta présentation. Merci à tous. On va